Arnaud, bonjour. Bonjour Patrick. Alors Arnaud, c'est la 5e génération de très grands noms de l'horticulture en France, les spécialistes de la clématite Travers. Nous multiplions des clématites depuis maintenant 5 générations. C'est le grand-père de mon grand-père qui faisait des clématites en plus de faire des salades, du maraîchage à l'époque. Et les gens qui venaient lui chercher des légumes lui demandaient quelques fleurs qui grimpaient sur son mur. Alors la clématite, Clématis par monsieur Linné en 1753, il y a un nom qui veut dire quelque chose. Oui, ça a pour origine le nom cléma, cléma avec un K, qui est un mot grec et qui veut dire tige volubile. Il y en a même en France, une française qui est un peu bizarre, on l'appelle l'herbe au gueux. Oui, la clématite vitalba, c'est cette liane que l'on voit pendre dans nos forêts et ça s'appelle effectivement l'herbe au gueux parce que les gueux, c'était les mendiants à l'époque. Ces gens-là savaient qu'en arrachant une clématite sauvage dans les bois, on récupérait les racines, ils s'en frottaient le corps et du coup ils rougissaient et ils allaient mendier à la sortie de l'église. Devant nous, on a plutôt ce que l'on appelle des cultivars, donc ce sont des plantes qui ont été produites par des horticulteurs. On peut dire que c'est des hybrides. Oui, la majorité aujourd'hui des variétés qui sont vendues pour la fleur, pour le jardin, sont des hybrides. Et chez Travers, vous fabriquez des hybrides? On en fabrique aussi également et le but c'est de rechercher des variétés qui soient solides bien évidemment, qui résistent bien. La floribondité est très importante, mais également de plus en plus la compacité aussi, parce que les jardins réduisent. Aujourd'hui, on est plus intéressé, par exemple, à la mettre en pot, sur sa terrasse, sur son balcon, et quelque chose qui fleurit 1,50 m, 1,80 m grand maximum. L'objectif, c'est déjà de bien choisir le père et la mère, d'avoir un peu de flair en fonction de ce qu'on veut obtenir. Il faut savoir que sur 1000 graines, on va peut-être en sélectionner une entre la graine semée et la plante qui fleurit et qu'on sélectionne la première plante, puisque chaque graine est unique quelque part, il peut se passer déjà 4 à 6 ans pour repérer une variété qui peut potentiellement être intéressante. Et une fois qu'on l'a repérée, il faut la multiplier, et là ça peut mettre facilement 10 ans au total. Est-ce qu'il y a une tendance aujourd'hui, une recherche particulière? Ce qui attire le plus, évidemment, ça va être la fleur. Une variété comme cette Coconoé qui est très double petite, des fleurs qui sont immenses aussi. Aujourd'hui, on a de plus en plus tendance à aller vers des clématites qui sont très résistantes au sec, à l'humidité, au froid, au soleil, comme cette Blue River qui est ici, ou comme cette clématite Nancy Jour de la Terre. La principale maladie qu'on retrouve chez la clématite à grandes fleurs, j'oserais dire c'est la main de l'homme. Je m'explique, c'est-à-dire qu'une clématite c'est une plante de sous-bois. Il faut savoir que dans la nature, une clématite ne pousse pas sur un treillage, un grillage ou une clôture. Elle pousse au pied des arbustes et des arbres, au pied de cet arbre. On n'a pas d'excès d'humidité, on n'a pas d'excès de soleil et il y a souvent un tapis de feuilles qui fait qu'on a une fraîcheur continue. C'est un sous-bois. Le problème majeur, c'est quand on plante une clématite à grandes fleurs dans un terrain argileux par exemple, qui est très compact et très dur l'été et l'hiver en terre c'est une piscine. Alors ça c'est vraiment le pire. On parlait donc de volubile. On va voir ici qu'on a exactement l'exemple de ce qu'est une plante volubile, c'est-à-dire que l'on a les pétioles de la feuille qui se transforment en vrille. Et c'est comme ça qu'elle peut s'accrocher sur le support. Oui, exactement, parce que la tige de la clématite est très souple et elle ne peut pas se tenir par elle-même, donc c'est une transformation naturelle. Et ce qui est sympa, c'est qu'en réalité, c'est le pétiole de la feuille qui, par contact, touche une autre branche et du coup, parce qu'elle le sent, elle s'enroule autour. Donc c'est vraiment une plante tactile. C'est pour ça que nous, au jardin, il faut qu'on ait un support qui soit relativement léger, si je puis dire, mais elle ne va pas s'enrouler naturellement autour d'une planche de bois parce que le pétiole de la feuille ne sera pas assez grand. Par principe, j'aime bien la clématite en mélange parce que c'est sa façon naturelle d'être. Sur le grillage, ça ne me pose aucun problème à partir du moment où une autre plante comme un jasmin étoilé, par exemple, qui l'accompagne et qui va du coup la protéger de l'excès de vent, de l'excès de soleil. Ce qui est important évidemment sur la clématite, c'est bien sûr la fleur, et la fleur, elle est particulière. Il n'y a pas de pétales, ce sont les sépales, ces petites feuilles qui se transforment et qui se colorent, qui se grandissent et qui finissent par s'ouvrir pour remplacer les pétales. En fait, ça fait ça au départ, et puis pouf, ça s'ouvre comme ça. Et c'est ce qu'on appelle des tépales. Et encore plus incroyable même, c'est que chez les clématites à fleurs doubles, ce sont les étamines qui se transforment en pétales aussi. Donc tout ça pour attirer les insectes et pouvoir faire la pollinisation. On a énormément d'insectes qui volent autour de nous. Il y en a un là, par exemple, c'est un cirfe. Ils sont totalement attirés par le nectar. Et donc ce sont des plantes qui sont extrêmement intéressantes pour les pollinisateurs. Oui, tout à fait. Ce sont des plantes majoritairement très mellifères. Quand on parle de nectar, on a l'idée un petit peu d'un parfum, et pourtant, bon, pour nous, il n'y a pas de parfum. Il y a des clématites parfumées? Alors oui, il y a des clématites parfumées, principalement des montanas, qui sont des petites fleurs de printemps, qu'on voit souvent en avril-mai,
qui sont roses ou qui sont blanches. Elles poussent à 10-15 mètres de haut. On a aussi la clématite du Père Armand, la clématite Armandie, qui garde ses feuilles en hiver, des feuilles très allongées et qui fait des fleurs blanches fin février, début mars, très parfumées, parfum d'amande. On a aussi des clématites toujours à fleurs blanches comme de Flammula qui fleurissent l'été également. Et on a quelques Viticella aussi qui sont un petit peu parfumées. Mais dans les grandes fleurs, non? Non, dans les grandes fleurs, il y en a une ou deux qui sont parfumées. Ça fait partie des recherches de la famille Travers? Exactement. Donc ici, on a la clématite Dark Eyes, une des plus foncées, une quasiment noire. Là, on va le voir avec le reflet du soleil, le côté velouté de la fleur. La floraison commence au mois de juin. C'est une plante qui va faire 3 à 5 mètres de haut, idéale à faire pousser dans une haie. Clématite Coconoé, qui est une variété assez récente. Un petit pompon violet qui est vraiment adorable. Coconoé, une variété d'été qui va faire une hauteur d'environ 3 mètres. Une toute nouvelle clématite qui vient de voir le jour seulement ce printemps. Elle s'appelle Nancy Jour de la Terre. Nous nous engageons à reverser 1 € par plante vendue à l'association Jour de la Terre. Cette clématite reste modérée, elle fait 1,50 m, 1,80 m, donc idéale pour avoir toujours la floraison à hauteur des yeux. Elle redémarre facilement de la base, c'est une plante idéale à mettre en pot ou dans les petits espaces. Clématite Jackmanie purpurea est une variété récente qui a des fleurs plus pourpres avec un petit côté plus clair à l'intérieur et qui tranche bien avec ses étamines jaune citron. J'ai moi-même compté jusqu'à 50 fleurs par tige. C'est une floribondité extraordinaire. Une plante qui monte facilement à 3 mètres de haut, une variété idéale à planter dans des rosiers grimpants. Clématite Comtesse of Wessex, elle le fleurit en mai-juin et elle refleurit en septembre. Une variété qui fait 1,50 m à 2 mètres de haut, idéale à associer dans les arbustes. Clématite Blue River, elle est très résistante, très solide et qui peut être conduite en couvre-sol, c'est-à-dire que vous la mettez au milieu des massifs, si vous ne lui mettez pas de support, elle va pouvoir ramper au sol et ça va vous faire une rivière de fleurs bleues, une variété qui va fleurir tout l'été. Arnaud, nous voici devant un des exemples que tu conseilles, à savoir une belle clématite avec des fleurs là énormes qui est dans un arbuste. La question qui vient tout de suite à l'esprit, c'est est-ce que la clématite ne risque pas de dominer l'arbuste au bout d'un moment? Ce qu'il faut, c'est mettre une clématite qui monte à 2-3 mètres de haut dans un arbuste qui fasse 2 mètres maximum et une clématite qui monte à 3-5 mètres de haut dans une haie de 3-4 mètres par exemple et réserver celles qui montent à 10-15 mètres comme les Montana, les Armandies pour simplement grimper dans des arbres. Et ce que vous pouvez remarquer ici, c'est que les tiges des clématites à grandes fleurs particulièrement sont très fines. Ce n'est pas une liane qui va s'épaissir et enrouler comme une glycine et étrangler, pas du tout. Ce sont les feuilles qui s'enroulent juste sur les branches et c'est la fleur qui ressort pour aller voir la lumière. Voilà. Tous les ans, à la sortie de l'hiver, fin février, début mars, même si la plante est déjà redémarrée, ça pose aucun problème. Pour toutes les variétés de clématites, coupez une tige sur 2 à 50 cm du sol. Je suis sûr que vous avez envie de savoir en détail comment se taille une clématite, mais ça c'est une autre histoire qui fera l'objet d'une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura fait passer un bon moment. En tous les cas, nous sommes ravis que vous soyez de plus en plus nombreux à suivre News Jardin TV. Mais savez-vous que c'est aussi un site internet dans lequel il y a énormément de choses, des conseils bien entendu, des réponses à des questions, des dictons, des citations. Alors n'hésitez pas, www.newsjardintv.com.